réunion va commencer du CIL. Bon, il y a des travaux à côté, donc il y a beaucoup de bruit. J'espère que vous allez pouvoir entendre. On va essayer de faire en sorte que ça soit le cas. Donc voilà, une vingtaine de... Bonjour Mathieu. Tu vois, c'est toujours les mêmes qui sont présents au CIL. Les élus qui vont être bénis oui ce matin. Bonjour Simon de Strasbourg, je crois. Ah, vous allez voir comment fonctionnent les décisions au niveau du CIL. Qui en fin de compte, bon, il n'y a aucune décision qui est prise parce que tout est pris en amont. Les votes vont se faire automatiquement, même le débat d'orientation budgétaire va avoir lieu. Tout le monde va voter oui et sans poser aucune question. Des surcoûts de cet incinérateur. Enfin voilà. Vous voyez Monsieur Blanchet, maire de Rochefort qui arrive, qui est tout content. Un de ceux qui a menti à ses électeurs. Voilà, à la droite de Blanchet, donc à gauche sur l'écran, Monsieur Gaillot, maire d'Échillé. Plus à gauche encore, Monsieur Talieu qui fait partie de la CARA. Et après, le Monsieur Barbu à côté de Monsieur Blanchet, donc à droite de l'écran, c'est Vincent Barrault, le maire d'Étaules et président du CIL. Voilà, et puis quelques élus, voilà, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 21. Je sais même pas s'ils ont le quorum, ils sont 21. Voilà. Voilà, vous allez voir comment fonctionne la démocratie sur notre territoire. A priori, ça va commencer. Je vais essayer de vous mettre un micro avec une enceinte. Le calme se fait. Et a priori, les travaux sont arrêtés pendant la réunion, ce qui est très bien. Donc voilà, normalement, il y a plus de 40 élus au CIL, syndicat intercommunautaire du littoral. Et là, vous voyez, à peine la moitié. Bon, la parité masculin-féminin n'y est pas. Hein. Voilà, oui, n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est intéressant de savoir, là, ces groupements de plusieurs communautés d'agglos, Royan, Rochefort, Marennes, Oléron et Gémozac qui maintenant fait partie de Cyclades, qui a rejoint Cyclades, mais pour lequel les EMR qui vont à l'incinérateur sont récupérés à l'équivalent de leur population. Ce qui biaise un peu les résultats, mais c'est un autre truc. Nous voilà, donc soyez très attentifs et puis voilà, c'est une réunion qui est très peu médiatisée. C'est-à-dire que c'était très compliqué de la trouver sur internet ou dans les médias. Voilà, tout le monde attend pour... aussi... Là, monsieur Ecal qui arrive. Voilà, qui bon, un élu de Rochefort. Vous voyez au niveau des... Voilà, donc il n'y a personne, il n'y a aucun... Bonjour à tous, je crois que vous tous savez. Nous allons démarrer, le quorum étant atteint. Voilà, le quorum tout juste. Hein. Je vous propose de débuter cette séance par une acclamation, celle de M. Michel Agresse qui a fait œuvre de candidature par le secrétaire de séance. Voilà, bon, je vous mets le micro, donc je pourrai plus vous parler. Bonne écoute. Pas d'objection.
Je vous remercie. Merci Michel. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec l'approbation du compte-rendu du 17 décembre, de la séance du 17 décembre 2018. Est-ce que le rapport que vous avez reçu, le PV que vous avez reçu, appelle de votre part des remarques, des objections, ou est-ce qu'on peut le passer comme ça au vote? Donc, je le passe au vote. Y a-t-il des voix contre pour approuver ce PV? Des abstentions? Je vous remercie, c'est adopté. Ensuite, la synthèse des décisions prises par votre serviteur entre le 10 décembre 2018 et le 5 février dernier, conformément aux délégations que le comité syndical a données au président. Il y a eu deux décisions. Un avenant 7 pour Indigo. Je rappelle qu'on a un marché avec Indigo depuis 2006 de mémoire, depuis 2006. Donc c'est le même marché, donc forcément, effectivement, c'est un marché. Indigo, c'est notre assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est lui qui nous avait effectivement accompagné pour le démarrage du CIL, préparation de nos choix stratégiques, etc. Donc il y a un montant de 41 600 €. La notification a été faite au 15 janvier dernier. Et s'il vous plaît. Et ensuite, il y a pour l'entreprise Affetti des levées topographiques pour les parcelles DB 71 87 88 et 105P et BA 63 autour du centre multifilière d'Échillé pour de futures plantations dans le cadre des mesures compensatoires. Ces levées topos se sont élevées à un montant de 4 130 € et ça a été notifié le 29 janvier dernier. Ensuite, nous avons l'objet de notre réunion, l'objet principal, c'est le débat d'orientation budgétaire 2019. Donc, on vous a préparé une synthèse du document que vous avez reçu avec les convocations. Donc, je vous propose de vous présenter la synthèse de ce débat d'orientation budgétaire, mais on rentrera dans le débat et vous pourrez poser des questions plus précises si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc, les tonnages d'ordures ménagères résiduelles. Donc, vous avez un premier tableau qui montre l'évolution des tonnages depuis 2011 en baisse constante. Donc, on est à un peu moins de 68 000 tonnes en 2018 et on prévoit effectivement 67 000 tonnes pour 2017. On sait effectivement, et je le dis à chaque fois, que ce tonnage peut évoluer en fonction de la saisonnalité estivale, mais on a, suite aux efforts qui sont consentis par les habitants d'une part, par également les moyens que les collectivités mettent en œuvre en termes de communication et de tri, une baisse attendue et souhaitée de nos tonnages. Vous avez ensuite un tableau à côté qui montre le tonnage au niveau par collectivité. Donc nous avons Royan, Rochefort, Oléron qui baisse beaucoup. Alors Oléron baisse beaucoup pour deux raisons. Ils ont fait effectivement des efforts. Il y a des gens de Oléron là, je les... Ah oui, pardon, je suis juste en face de moi en plus. Et puis, d'une part, ils ont fait des efforts en termes de tri, ça c'est clair. Et puis, dans le cadre avec la fermeture de l'usine d'incinération de Saint-Pierre, il y a eu des tout venants qui étaient incinérés pour, je crois, 1000 tonnes, qui sont effectivement enlevés du tonnage des OMR pour partir sur des filières de valorisation des tout venants. Puisque vous utilisiez votre usine pour brûler aussi des tout venants sur l'île d'Oléron, et donc ils sont sortis de ces tonnages. Ce qui accentue encore la baisse, mais qui existe toutefois de par les efforts de tri que vous avez faits. Ensuite, vous avez Marraine et Cyclades pour la partie Gémozac qui sont indiqués.
Les tableaux suivants, vous avez les évolutions de tonnage des déchets verts depuis 2015. Donc là aussi, on sait que la production de déchets verts est aussi impactée par la météo, au niveau des tonnages, et quelquefois aussi, pour certains lieux, par les opérateurs privés qui peuvent être attractifs pour certains gisements par moment. Avec le détail par collectivité, donc la collectivité qui produit toujours entre 20 et 25 000 tonnes de déchets verts, c'est la CARA. La CDC d'Oléron est linéaire d'une façon assez spectaculaire dans les productions de déchets verts. Et après, vous voyez les évolutions pour Rochefort et pour Marennes. Maintenant, nous passons aux aspects financiers de ce débat d'orientation budgétaire. Et on vous présente un premier tableau qui est l'évolution des cotisations. On vous expliquera effectivement pourquoi ça fait cette dent de scie par la suite, mais vous l'avez eu les éléments dans le document qui vous a été envoyé. Si aucune action est entreprise, l'évolution des cotisations serait la suivante. Donc en 2019, nous aurions une très forte baisse de nos appels à cotisation et avec une remontée au niveau de 2018 en 2020 et une augmentation ensuite légère pour redescendre en 2023. Alors tout ça, c'est simplement lié au fait que nous avons des emprunts qui vont être dont on va commencer le remboursement en 2020, puisque là aujourd'hui nous sommes sur des périodes de tirage et que sur certains emprunts nous avons des décalages avant le remboursement. C'est les deux plus gros emprunts en réalité, c'est la Caisse des dépôts pour 40 millions et pour la banque allemande pour 32 millions. Donc on a cherché en bureau à faire évoluer les cotisations d'une façon plus lissée et on a retenu un scénario qui comporte le solde des amortissements de l'ancienne usine d'Échillé dès 2019 pour un montant de 2,3 millions et le solde des emprunts de l'ancienne usine d'Échillé dès 2019 pour 1,5 million. Donc ça nous fait remonter forcément le taux de cotisation en 2019, mais du coup ça nous les fait baisser pour les années suivantes où on n'aura plus à supporter à la fois les amortissements de l'usine d'Échillé et le solde des emprunts. Donc on vous propose effectivement, c'est ce qui a été retenu par le bureau du CIL, le graphique suivant qui vous montre l'évolution des cotisations dans le temps. Alors on va jusqu'en 2027, voilà, la page n'est pas assez grande pour aller jusqu'en 2043, mais c'est la fin de la DSP. Oui. C'est le plus linéaire, oui, tout à fait. C'est le plus linéaire et ça évite effectivement au niveau des EPCI membres de faire le yo-yo dans les appels aussi à cotisation, que ce soit au travers de la redevance ou de l'atome. Le tableau suivant est une synthèse de tout ce que vous avez reçu. C'est le coût du projet et suivi d'autorisation de programme. Alors, en prix de base, nous avons le centre multifilière d'Échillé pour un montant de 85 87 470, le centre de transfert de Mehdi pour 162 340, celui d'Oléron pour 1 629 810, l'assistant maîtrise d'ouvrage pour 1 139 260, des terrains pour 23 500, de la voirie pour 160 000. Alors les terrains, c'est l'acquisition des terrains autour pour les plantations. Alors j'ai eu l'occasion de le dire dans cette enceinte, on a une convention avec la SAFER pour acheter quelques... C'est terrain et plantation. Et puis la voirie, c'est la réfection de la voirie de la route des Jamelles là, qui conduit au CME. On a l'échangeur avec la base aérienne. Vous savez qu'aujourd'hui, on fournit la base aérienne sur une base de 7 mégawatts et qu'on va passer à 12 mégawatts, ce qui implique
un changement au niveau de l'échangeur sur la base aérienne. Donc là, il y en a pour 120 000 euros. On a l'espace pédagogique sur lequel on n'a pas encore travaillé, mais qui va démarrer là pour 300 000 euros, soit un total de 88 622 380. Voilà. L'AP qui a été votée, l'autorisation du programme qui a été votée à hauteur de 88 726 000. Donc on est dans l'enveloppe de l'AP. Seulement, on a des prix révisés puisque le marché a été signé en 2011. Enfin, c'est les prix de 2011. C'est les prix de 2011. Le marché a été signé en 2012. Oui, 2011, et donc on a effectivement une évolution des prix à travers les formules de révision de ce type de marché. Et vous voyez effectivement sur le graphe que on calcule pour 2019 à peu près 10% à partir de 2011. Donc si vous faites le linéaire, vous voyez qu'on a une évolution d'un peu plus de 1% d'actualisation par an. Ce qui donne, alors je ne vais pas vous relire toutes les lignes que vous avez sous les yeux, mais sur un prix de base de 88 622 380, nous passons quand même à 92 503 630. Voilà. Donc le montant de la révision des prix s'élève à 3 881 250. L'avancement du projet, maintenant, il est le solde à payer en 2019. Alors là, on a effectivement, pour ce qui concerne le centre multifilière, un détail par poste. Donc pour Vinci, on a les études, on a payé 90%, il reste 797 161 euros à payer. Pour les terrassements et VRD, on est à 93%, il reste 11 270 euros à payer. Pour les équipements, nous sommes à 79%, il reste 9 471 736 euros à payer. Pour la partie mise au point et MSI, nous sommes à 1 43 539 de réaliser, soit 50%. La MSI, j'en profite de faire une aparté. La MSI s'est terminée officiellement le 28 décembre dernier. Elle devait durer 6 mois, elle a duré 6 mois. Donc nous avons procédé à la réception du centre multifilière avec un certain nombre de réserves, parce que tout n'était pas parfait, mais ça fait partie des règles du jeu. Ces réserves sont intégrées effectivement dans le PV de réception, et nous avons mis à disposition l'outil à Veolia dans la foulée. Donc on est maintenant dans une période de fonctionnement normal de la DSP, de la délégation de service public. Le programme de Vinci n'est pas pour autant terminé. Contractuellement, ils sont encore décrochables à la demande pendant 2 ans. La terminologie est là pour vous faire comprendre effectivement qu'ils ne sont pas là tous les jours. Maintenant, ils ne sont plus là tous les jours comme ils l'étaient avant, mais ils sont décrochables à la demande pendant 2 ans, et de toute façon, ils reviennent encore parce qu'ils ont les réserves à lever. Voilà. Ces réserves conditionnent le paiement des soldes. C'est pour ça que j'en parle aussi, et que sur la période de la MSI, qui vient juste de se terminer, ce qui explique qu'on a versé pour l'instant que 50%, et que sur les autres postes, on a toujours des réserves de 5 ou 10% qui sont là pour être libérées une fois que les réserves seront levées. En ce qui concerne le suivi technique, c'est la période effectivement dans laquelle on rentre, donc on n'a encore rien versé, mais ça ne s'élève pas à un montant très, très important. Sur l'ensemble du budget, c'est 191 100 euros. Pour la partie SOGEA, Vinci, c'est donc la partie technique, ingénierie. La partie SOGEA, c'est la partie génie civil, construction, bâtiment et structure. Donc, études, on a payé 90%. Il reste 144 325. Terrassement et VRD, on a payé 89%. Il reste 345 659 euros à payer. Génie civil, on a payé 90%. Il reste 2 380 126 euros à payer. Ensuite, il reste 413 euros à payer sur les équipements. Mise au point MSI, on est à 50% comme pour Vinci. Il reste 3 593 euros
à payer. Bien évidemment, la partie de mise en service industriel impacte beaucoup moins le génie civil que l'ingénierie technique. L'architecte, il est également à 90%, il reste 40 750 euros à payer. L'architecte, c'est GDV, à La Rochelle. Donc en ce qui concerne le centre multifilière, la globalisation, c'est 83% de réalisé à la date du 31 décembre 2018. Il reste un peu moins de 14 500 000, 14 439 424 euros en prix de base à payer, ce qui fait 15 425 700 en prix révisé. Le centre de transfert de Mehdi, on a payé 100%, ça c'est réglé. Le centre de transfert d'Oléron, on a payé 96%. Il reste 65 000 euros à payer. Là, il n'y a pas de valorisation de prix. En ce qui concerne l'AMO, sur cette opération, on est à 57 000 euros de restant à payer. On en a payé 85 000. En ce qui concerne les terrains, on n'a encore rien versé. C'est une démarche qui est en cours. La voirie, on a mis 240 000 au budget en prix de base. A priori, la consultation est en train de se terminer. On a retenu, on n'a peut-être pas encore déjà retenu, mais enfin, on est sur le prix inférieur. Hein. On est sur des prix inférieurs. Donc, 240 000, on n'a rien payé. Ces travaux de voirie, je me tourne vers monsieur le maire d'Échillé, devraient avoir lieu au mois de mars. Hein, voilà. Et l'espace pédagogique pour lequel on n'a pas encore entamé les travaux. Donc un total sur l'ensemble du projet en investissement réalisé à 83% et en prix révisé, il nous reste 16 119 200 euros à payer. Les emprunts maintenant, donc les emprunts, ils reprennent un peu la courbe que vous avez vue si on ne faisait rien pour les cotisations, hein, c'est ce que je vous disais. En 2019, on n'a quasiment pas d'emprunts à rembourser. On commence à rembourser les emprunts en 2020. Donc, vous avez deux graphes. Vous avez un seul graphe avec deux lignes. Un en bleu, c'est si on ne rembourse pas de façon anticipée l'ancienne usine d'Échillé, et en rouge, si effectivement on fait un remboursement anticipé des emprunts de l'ancienne usine d'Échillé. Donc, ce qui explique effectivement la nécessité de lisser nos cotisations pour éviter d'avoir les yo-yo, puisque nous avons la fin du décalage de l'emprunt de la Caisse de dépôt et consignation de 40 millions, et nous allons solder d'ici le mois de juin, nous allons solder le tirage de l'emprunt sur la PBB, et à partir de là, nous allons devoir effectivement conclure sur la fixation du taux et rembourser et commencer à rembourser l'emprunt de la banque allemande. Donc la fin de marché et décompte général définitif. Il y a un an, on avait cette discussion déjà ici sur les coûts qu'allait générer l'arrêt de la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et des 3 mois de retard qu'on avait pris dans le cadre de ce parcours judiciaire. Donc, on doit mener encore des négociations dans le cadre de la fin du marché de construction avec le groupement constructeur. Ces négociations doivent prendre en compte donc l'annulation de l'arrêté d'exploitation, je le disais à l'instant, qui a entraîné la suspension des travaux pendant une durée de 3 mois. On doit en conséquence, vous le savez, dédommager le groupement constructeur des coûts supportés par ce dernier pendant cette suspension. Le montant de ce dédommagement n'est toujours pas arrêté à l'heure où ce document est rédigé et varie dans une fourchette allant de 1,3 million d'euros, ça c'est notre position, et 3,5 millions d'euros, ça c'est la partie du constructeur. Voilà. Donc par rapport aux demandes du constructeur qui s'élèvent à 3 millions, on a analysé cette demande et on a fait un retour à hauteur d'1,3 million. Voilà, ce qui nous semble être pour nous raisonnable dans le dédommagement par rapport aux frais qu'ils ont pu engager.
Mais parallèlement à ça, le retard du groupement constructeur dans différentes phases de démarrage et de mise en régime, le groupement constructeur a eu nécessité de 2 mois supplémentaires pour les phases de démarrage et de montée en puissance des installations. Ça, c'était l'an dernier. Vous savez qu'on a démarré à la mi-janvier, hein, l'installation, elle a démarré officiellement à la mi-janvier, et on devait avoir 2 périodes de 3 mois, et en réalité de 3 mois, c'était la période de démarrage et la période de mise en service. Et au lieu d'avoir pour chacune de ces périodes de 3 mois, le constructeur a eu besoin d'un mois supplémentaire sur chacune de ces 2 périodes. Donc ça a eu des conséquences aussi pour nous. D'abord, ça nous a décalé la mise en place du taux fixe de la banque allemande. Et aujourd'hui, les cotations ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques temps. Donc on a eu une augmentation effectivement du coût de l'argent. Ça, c'est un point. On a eu un décalage dans la production de chaleur pour chauffer la base aérienne l'an dernier. Vous vous souvenez des prix que je vous avais indiqués qui s'élevaient de l'ordre de 700 000 € de mémoire entre la location et le coût du fuel avec les chaudières qu'on avait installées sur la base aérienne. Donc ça a duré plus longtemps que prévu, donc ça nous a coûté plus cher. Ensuite, on a aussi eu un retard dans la production d'énergie, d'électricité, donc des recettes aussi en moins, et une phase transitoire dans le cadre de la DSP qui nous était plutôt défavorable puisqu'on payait effectivement plus cher. Donc tout ça se calcule et fait partie de la négociation qu'on a entamée avec le groupement constructeur. Et voilà. Alors on ne l'a pas intégré, on vous le dit, parce qu'on n'a rien à cacher, hein, c'est pas le problème, mais on n'a pas intégré dans la proposition budgétaire dans le cadre du DOB, parce qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de vous dire quel montant il faut l'intégrer. On ne va pas vous faire peur en montant effectivement des 3,5 millions qui ne seront pas acceptables par le CIL de toute façon. Et on reviendra devant le comité syndical quand on sera effectivement plus avancé sur cette question pour avoir votre approbation sur les conclusions de cette négociation. Le budget de fonctionnement pour 2019 devrait se caractériser d'abord par une baisse de 10% du coût du traitement des déchets lié au passage en phase d'exploitation, c'est ce que je disais à l'instant, quand on était dans cette phase transitoire de la délégation de service public, ça nous coûtait 10% plus cher. Un doublement des amortissements pour solder l'ancienne usine. Ces derniers seraient portés à 2,45 millions d'euros en 2019, puis s'établiraient à 3 millions à partir de 2020. Une augmentation de 30% des intérêts d'emprunt liés à la complète mobilisation des derniers emprunts. L'emprunt de la CDC et la Caisse des dépôts, 40 millions, 100% mobilisés à ce jour. Et l'emprunt de la banque allemande, la PBB, 28 millions mobilisés à ce jour. 32 millions seront mobilisés à la fin juin 2019. Donc vous voyez, il y a encore 4 millions à mobiliser sur la PBB. Je rappelle aussi, mais j'ai eu un rappel pour vous, que la banque allemande en est sur un taux variable pendant toute la période du tirage des fonds, et que à la fin du tirage, quand on a soldé les 32 millions, le tirage des 32 millions, on a la possibilité effectivement soit de conserver le taux variable. Le taux variable, il est ça Euribor plus une marge de 1,37 de mémoire, c'est ça ? Soit effectivement de côté, de toper au moment-là au taux fixe qui sera la cotation du moment. Aujourd'hui, l'Euribor, il est à 0. Il est même négatif, donc on ne paye pas, on ne fait pas rembourser par la banque le négatif, hein, on paye la marge quand même, hein, ça c'est clair. Et la cotation qui nous est proposée est à 3,14 à la date d'aujourd'hui pour fin juin. Hein. Voilà. L'an dernier, à la même époque, elle était autour de 2,70. Au mois de juin l'an dernier, elle était de 2,70. Hein, voilà, pour vous donner. Est-ce que c'est lié tout à l'heure à ce dont tu parlais, ce qui nous avait été expliqué en bureau sur
ce qu'on fait peser dans la négociation sur la question du retard de livraison. Ah bah oui, c'est pas une paille, c'est certain. Alors, on a 3 mois qui ne sont pas imputables au groupement. Hein. L'aspect juridique, le groupement y est pour rien. Et puis 2 mois qui sont imputables au groupement. Donc, il y a effectivement une quote-part à faire dans ce retard qui est un retard de 5 mois par rapport effectivement à l'évolution du taux fixe. Mais j'en reparlerai parce qu'on en parle dedans, dans le VOB, de mémoire. On a travaillé, le bureau a travaillé sur, moi je peux en parler tout de suite, il n'y a pas de... on a travaillé sur le taux fixe, la cotation du taux fixe aujourd'hui à 3,14 par la PBB nous semble particulièrement élevée. On est à plus de 1% des cotations qui sont prévues pour la vente de l'argent à l'État, et ça nous paraît particulièrement élevé. On a cherché effectivement, Hugues Hainaut, qui est derrière moi, vous en parlera mieux que moi parce qu'il est plus spécialiste que moi, mais on a cherché à avoir une assurance, une couverture de taux. Donc on a trouvé effectivement chez Natixis la possibilité de s'assurer sur un taux variable aujourd'hui qui tourne à 2,45. 2,7 à 2,7 au lieu de 3,14. Donc voilà, on travaille sur ces opérations-là, mais voilà, là aussi il faut qu'on avance un peu plus. Si l'idée de la couverture, c'est une assurance, c'est-à-dire que si le taux est inférieur, on paye l'assurance, si le taux est supérieur, et c'est eux qui payent. Mais in fine, ça nous fait effectivement un taux fixe à 2,7. Voilà. Avec la marge. Oui, avec la marge, parce qu'on continue à payer la marge de toute façon, et à ce moment-là, on resterait sur le taux variable avec la PBB. Voilà le travail qui est actuellement engagé par le bureau. On a rencontré la semaine dernière, Natixis à ce sujet, pour essayer de trouver une solution qui soit plus acceptable et moins onéreuse pour le CIL. Je sais que je vais enfoncer une porte ouverte, mais on se l'est déjà dit, mon bureau est en préparation, mais ça va mieux en le disant. On a affaire à des gens qui intègrent ces risques de retard dans leur façon de travailler. Ils savent qu'ils peuvent perdre là-dessus. Ils savent aussi que c'est important pour eux de continuer à gagner. Que de rien lâcher, c'est important sur d'autres gros projets aussi, pour pas qu'ils puissent montrer de faiblesse. C'est pas des enfants de cœur. Donc maintenant, on a la DSP, on est lié, c'est contractuel, c'est tout ce qu'on veut. Mais j'envoie toute l'énergie possible au président pour ne rien lâcher sur ces aspects-là. C'est pas des philanthropes. On en a. Je dis ça pour pas dire autre chose, parce qu'on est dans un cadre où on ne peut pas donner de travail au cabinet d'avocats non plus en termes de diffamation. Mais le fond de ma pensée, c'est que eux, ils intègrent ça, ils le savent, et ça fait même partie du jeu. Donc, oui, bien sûr. Pour eux, mais nous, c'est pas un jeu. Bien sûr. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas encore contractualisé sur un avenant qui reprendrait effectivement tous ces éléments, c'est qu'on n'est pas d'accord. Donc, ou plutôt, eux ne sont pas encore d'accord avec nous. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir. Mais on peut imaginer qu'il le soit bientôt. Alors, toujours dans le budget Oui, pardon, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Toujours dans les dépenses de fonctionnement, nous avons le recrutement d'un CDD, d'un technicien. Du coup, ça sera pas un CDD. Pardon ? Alors, ce ne sera pas un CDD, oui. Au moment où on a écrit ça, c'était un CDD. C'est une mutation, ce sera un CDI d'un technicien chargé de suivre la correcte exploitation de l'équipement qui se substituera en partie à notre AMO dont la mission s'achève. Voilà. Donc, on a recruté un technicien. C'est un monsieur qui s'appelle Sébastien Cabrillo, de mémoire, qui a le profil qui nous convient bien pour suivre la DSP au jour le jour, la délégation de service public auprès de Veolia. Je vous rappelle que c'est une grosse délégation de service public, et elle dure encore jusqu'en 2027.
que derrière, il y a des enjeux financiers particulièrement importants parce qu'il y a de la valorisation, et que sur cette valorisation, que ce soit de la chaleur, que ce soit de l'électricité, le CIL a un intéressement. C'est ce qui permet effectivement aujourd'hui de maintenir les taux de cotisation et d'appel à cotisation, parce qu'on a une valorisation forte de la part, dans le cadre du traitement de nos déchets, et qu'il faut qu'on surveille ça de près, quoi, tout simplement, hein, et que les enjeux qui sont derrière sont très largement supérieurs au coût du poste de cette personne. Donc vous avez un tableau qui vous est présenté. Le coût de traitement des OMR baisserait de 700 000 euros, de 0,7 million d'euros. Vous avez le détail. Vous avez le coût de traitement du stabilisat, les variations, moins 0,37 millions d'euros. L'amortissement, hypothèse, avec toujours l'hypothèse du solde de l'ancienne usine 2019, tel que ça a été retenu par le bureau du CIL, plus 1,76 million d'euros. Des intérêts d'emprunt, plus 0,4 millions d'euros. Les provisions pour risque, moins 0,75 millions d'euros. L'autofinancement des remboursements d'emprunt, 0. Et autres, donc des reversements de cotisations, les dépenses exceptionnelles, retraite, salaire technicien et inflation, on a moins 0,14 millions d'euros, ce qui fait que le total des dépenses, avec les moins et les plus, s'élèverait à 200 000 euros supplémentaires, 0,2 millions d'euros. Par contre, nous avons des recettes de fonctionnement, vous le voyez tout de suite en bas du tableau, qui s'élèvent, elles, à plus 0,6. Donc on a un delta intéressant. Les recettes d'exploitation, donc progression de 700 000 euros quasiment attendue. Les OM projetés en 2019, 570 000 euros, réalisés 580 000 en 2018, donc on est plutôt raisonnable. La vente de chaleur projetée en 2019, 375 000 euros. On a réalisé 516 000 euros en 2018. Alors pourquoi on met que 375 000 euros? C'est qu'on projette, on a pris une moyenne sur l'hiver le plus doux des 5 dernières années. Voilà. Et parce que là, il s'agit de la chaleur pour chauffer la base. Et donc la base, elle réclame de la chaleur s'il fait froid. S'il fait moins froid, elle en réclame moins. Donc on préfère être prudent. On a pris une moyenne sur les consommations qu'avait pu faire la base ces 5 dernières années, sachant effectivement que la chaleur qui n'est pas consommée se transforme aussi en partie en valorisation énergétique, hein, avec l'électricité. Hein. Voilà. La vente d'électricité, on en parle tout de suite d'ailleurs, projeté 750 000 euros, donc ça c'est ce que nous retournerait Veolia, réalisé en 2018, 300 000 euros. Voilà. Donc vous avez le détail pourquoi on augmente, c'est effectivement parce que l'an dernier on a démarré, l'outil n'a pas forcément fonctionné très bien pendant toute la phase de mise en service, de démarrage, etc. Et que là on sera sur une année pleine. Voilà. Donc là aussi on est très prudent. On devrait avoir effectivement des recettes supérieures, mais comme c'est la première année qu'on va fonctionner en année pleine, vous me permettrez de vous proposer des recettes de façon prudente et plutôt vous annoncer des bonnes nouvelles si c'est possible en cours ou en fin d'année. La vente des matériaux projetés, 130 000 euros, on a réalisé 131 000 euros en 2018. Les cotisations des collectivités adhérentes devraient être stables en baisse de 100 000 euros. Donc le tableau de ces explications se résume de la façon suivante. Les recettes d'exploitation plus 700 000 euros, les cotisations moins 100 000 euros, donc un total de recettes supérieur de 600 000 euros. L'équilibre du budget pour 2019 se ferait à hauteur de 13,4 millions d'euros. Donc vous avez en mémoire les CA de 2017 à 13,9 millions d'euros et de 2018 à 13,6. Donc on serait effectivement en baisse de 200 000 euros sur le budget primitif 2019.
En ce qui concerne la dette, les caractéristiques de la dette, la synthèse au 31 décembre dernier fait apparaître des emprunts souscrits pour 97 millions d'euros, des emprunts mobilisés pour 93 millions d'euros, les emprunts restants à mobiliser 4 millions d'euros, c'est les 4 millions d'euros qui restent à tirer sur la PBB, sur la banque allemande. Le capital restant dû ressort à 87,5 millions d'euros. Le taux moyen de la dette s'élève à 1,75% et sa durée résiduelle moyenne ressort à 27 ans. Vous avez ensuite le tableau des emprunts. Donc je vais pas, vous l'avez sous les yeux, je ne vais pas vous le lire. Simplement, j'ai demandé par rapport aux années précédentes où on pouvait s'étonner de certains taux d'emprunt, de me rajouter la date où ces emprunts ont été contractualisés pour replacer dans le contexte financier de l'époque où ces emprunts ont été contractualisés, parce que il est bien évident effectivement que quand on parle de 2007, 2008, 2009, 2010, on est sur des taux d'emprunts qui sont bien différents. Donc là, l'idée, c'est effectivement de faire un paquet cadeau d'un certain nombre d'emprunts qui, si on les reprend tels que, vont nous coûter très cher parce qu'on a remboursé les intérêts, on n'a pas remboursé le capital, donc on n'aurait pas forcément intérêt à renégocier les taux, on ne serait pas gagnant. Par contre, on travaille effectivement sur un projet plus global dont je vais vous parler dans un instant. Donc vous avez des emprunts pour l'ancienne usine des Chilets, qui a, avec un capital restant dû à 1 318 100 euros. Donc ça, c'est effectivement sur l'ancienne usine qui n'existe plus. Et puis sur le centre multifilière, vous avez des emprunts qui s'élèvent à 86 164 098 euros. Avec le détail des différents organismes qui nous ont prêté ces sommes. La mobilisation des emprunts, vous avez ensuite les graphes qui vous reprennent ces mobilisations d'emprunts au fur et à mesure de la construction du CMVD, pardon. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est à presque plus de 85%, 86% de réalisation des emprunts. Voilà, il reste 3 95 000. Bon, après, vous savez, dans les DOB, on arrondit les sommes. Voilà. Répartition de la dette par type de taux. Donc, vous avez un livret A ou l'EP réglementé, ça c'est la caisse des dépôts. Hein. C'est l'emprunt de 40 millions pour la caisse des dépôts, qui représente 47% forcément. Vous avez un taux fixe, c'est 16%. Et puis la part variable, c'est la PBB qui est à 37%. Et je rappelle encore une fois qu'elle est variable jusqu'à ce qu'on ait tiré les 4 millions qui restent à tirer. Et après, on fixe soit avec la PBB sur la cotation qui nous feront à ce moment-là, mais elle risque d'augmenter, elle est déjà élevée à 3,14. Soit effectivement, on fixe avec un taux de couverture avec Natixis qui nous permet aujourd'hui, en tout cas dans les propositions qui nous sont faites, de baisser déjà de 0,5 points. Donc c'est déjà intéressant, on gagne un demi-point sur la couverture de taux. Un demi-point sur 32 millions d'euros sur 25 ans. Enfin, voilà, je vous laisse faire les calculs, mais ça représente quelques... C'est pas anodin, loin de là, c'est pas anodin. La restructuration projetée de la dette et ajustement des emprunts. L'ajustement des emprunts au regard des révisions de prix. Les emprunts souscrits pour le financement du centre multifilière ressortent donc à 89,825 millions d'euros. Le coût global du projet en prix de base est estimé à 88,6 millions et en prix révisé maximum 92,45 millions. Par conséquent, le montant actuel des emprunts souscrits ne suffit pas à couvrir les révisions de prix et un emprunt complémentaire de 2,625 millions maximum sera peut-être nécessaire.
Le solde des emprunts afférents à l'ancienne usine d'Échillé. Donc, on les a vus tout à l'heure. Je ne les reprends pas. Donc, vous voyez les taux fixes à 4,39 pour le Crédit Local de France pour 400 000 euros, 3,26 fixe à 3,26 pour le Ribor 3 mois pour aussi Crédit Local. Les caisses d'épargne, on est à 65 000 euros à 3,99 et un autre à 150 000 euros à 3,66. Donc, on est sur des taux qui sont effectivement aujourd'hui peuvent paraître prohibitifs. Au moment où ils ont été souscrits, ces emprunts, c'était les taux de négociation de l'époque. L'opération pourrait porter, dans le cadre de la restructuration, l'opération pourrait porter sur les emprunts suivants. Donc, la caisse d'épargne pour un capital restant dû de 245 849 euros, les crédits fonciers pour un capital restant dû d'1,2 million, le groupement caisse d'épargne et crédit foncier pour un montant de 9 130 435, la caisse d'épargne pour un montant de capital restant dû d'1 635 224, et enfin la caisse d'épargne toujours pour un montant de 965 070 euros. Aux emprunts existants s'ajouteraient les emprunts liés au financement des révisions de prix, donc les 2,625 millions d'euros. La conséquence de ces opérations sur l'évolution des cotisations, l'opération n'étant pas conclue, nous ne mettrons pas d'hypothèse sur les gains qui pourraient être obtenus en termes de taux d'intérêt. Seul le surcoût annuel des nouveaux emprunts est pris en compte sur la base d'un taux d'intérêt de 3%. Voilà. Avec un remboursement donc qui serait sur cet emprunt de 2 625 000 de 90 125 euros par an, capital plus intérêt. Alors on est en tout début de négociation avec les banques là-dessus. La caisse d'épargne n'est pas forcément très enclin à vouloir renégocier des taux qui sont aujourd'hui à 4,40. On peut le comprendre, hein, on sera à leur place, on va pas se presser, mais donc on essaie en rajoutant effectivement le financement de la révision des prix d'essayer de trouver un deal avec eux. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le slide suivant, ce sont les cotisations totales et l'impact des nouveaux financements. Donc, les cotisations, je rappelle que ce sont celles des 5 PCI, hein, des 2 communautés d'agglomération et des 3 communautés de communes. Je fais un raccourci en rappelant que la communauté de communes de Gémozac, de la Saintonge viticole, est payée au travers de Cyclades aujourd'hui, mais ça reste l'entité de Gémozac et de son interco. Donc vous avez en gris l'hypothèse de base, c'est le solde des amortissements et des emprunts de l'ancienne usine en 2019, c'est le scénario qui a été retenu par le CIL, par le bureau du CIL, et l'impact des nouveaux financements, si toutefois nous faisions un emprunt de 2 650 000, ou 600, pas 50 000, 600, je ne sais plus combien j'ai dit, un emprunt de 2 625 000 sur les cotisations. Voilà, ceci sans prendre en compte le gain éventuel qu'on pourra avoir sur la renégociation des emprunts globaux qu'on a listés, les emprunts qu'on a listés sur le tableau précédent. Je poursuis la fin du DOB avec les charges de personnel. Donc, nous avons eu en 2017 un effectif de 3 personnes avec un chiffre d'affaires, entre guillemets, au compte administratif. Ce poste représentait un peu moins de 150 000 euros, pardon. En 2018, on avait toujours 3 personnes avec une augmentation de 13%. Alors c'est simplement parce que en 2017, une personne n'était pas présente toute l'année, donc là on était en année pleine.
sur 12 mois, ce qui explique l'augmentation de 13%. Et nous avons une augmentation de 38% sur 2019 avec la création du poste de technicien territorial tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Voilà. Et on rappelle que les charges de personnel pour le budget du CIL représentent moins de 2% des dépenses de fonctionnement. Si certains pouvaient être comme ça dans leur mairie, ils seraient très contents, n'est-ce pas? C'est important parce que moi j'entends la même chose dans un syndicat mixte par ailleurs, selon la nature de l'activité. Des fois c'est du jus de cerveau et des fois c'est des camions qui roulent. C'est pas synonyme de vertu, voilà. Il y a même des mairies à 55%. Mais ça fait du bien de le dire quand même. Font du très bon boulot, voilà. Oui. C'est pas grave d'avoir 55% de fonctionnement sur une structure. Il a été déjà entamé par quelques questions en cours de présentation, mais est-ce qu'il y a des remarques, Bon, je vous ai fait une synthèse du document que vous avez reçu, mais on peut rentrer plus dans le détail sur toute la partie financière. Si mes compétences ne sont pas suffisantes, on a les compétences derrière, donc il faut en profiter. Oui, bien sûr. Donc, juste une petite question sur les indemnités évoquées pour l'arrêt temporaire des travaux. Il y aura une décision de la Cour administrative de Bordeaux, c'est ça? Ça a été chiffré entre 1,5 million et 3 millions et quelques. C'est exprimant hors taxe. Il y a la certitude de récupérer la TVA sur ces pénalités? Oui. Okay. Oui, parce qu'effectivement, en face, il y a des lignes de frais réels. Donc, ce sont des dépenses réelles. On va pas payer une facture de pénalité de retard. On va payer une facture correspondant à des frais réels dont on aura considéré qu'ils sont effectivement réels. C'est là-dessus, oui. Donc, on aura effectivement... Et ça passe bien dans l'investissement. Donc, c'est bien effectivement avec une TVA récupérable. Oui, tout à fait. Ouais. D'autres interventions? Bah, écoutez, moi je voudrais féliciter l'équipe qui est à côté de moi, qui a rendu ce travail aussi clair et limpide que vous n'ayez pas de questions à poser et m'a facilité le mien. Alors, dans votre document, il est noté que vous devez prendre acte. Non, vous savez que depuis l'adoption de la loi NOTRe, nous ne prenons plus acte des débats d'orientation budgétaire, mais nous les votons. Donc, je mets ce débat d'orientation budgétaire, s'il n'y a pas d'autres questions, aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie, c'est adopté. Et il reste un dernier point à l'ordre du jour. Avant que le marteau-piqueur ne reprenne ses droits. Pas que des pénalités de retard. Ah oui, on négocie après, j'en ai Vincent. On est où? Hop, c'est ça. C'est le grand outil. C'est la création d'un poste de technicien. Donc, c'est ce que je vous propose. C'est d'annuler et de remplacer la délibération du 23 de 2018 suite au recrutement d'un technicien principal de deuxième classe et non d'un chargé de mission. Vu la loi du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les décrets particuliers des cadres d'emploi territoriaux, il vous est proposé de créer à compter du 14 février 2019 un poste de technicien principal de deuxième classe à temps complet ayant à charge le suivi des installations du traitement du CIL. Donc, si vous en êtes d'accord, nous pourrions délibérer pour créer ce poste, dire que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence et d'inscrire au moment du vote du budget les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent ainsi nommé et les charges sociales s'y rapportant. Est-ce que cette délibération fait l'objet de questions, de remarques? Sinon, bah, écoutez, je la passe aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? C'est adopté. Mes seigneurs, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions diverses que vous voulez aborder?
Juste une info, une info qui est pas une info. On est toujours en cours sur le plan juridique, sur deux plans à la fois, mais c'est le même discours que je vous avais tenu en décembre, hein. Ça n'a pas changé. On est toujours au même point en ce qui concerne à la fois le recours sur l'autorisation d'exploiter, de la deuxième autorisation d'exploiter devant le TA de Poitiers, et nous en sommes toujours au même point également sur, nous, le recours qu'on a porté en cassation sur la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux au sujet du premier arrêté. Voilà. Ça, on n'a pas, il y a des échanges de mémoire qui se font de façon logique et classique dans ce genre d'affaires, mais c'est pas audiencé encore. Voilà, chers collègues. Ben écoutez, merci, monsieur le président de la Caro, merci d'avoir fait cesser les marteaux-piqueurs. Voilà, vous avez pu voir comment fonctionnait un syndicat intercommunautaire du littoral. Personne ne dit rien, des millions d'euros qui sont gâchés avec notre argent, des recours juridiques qui risquent de faire fermer l'incinérateur dans une année environ, des coûts... c'est un scandale, mais personne ne dit rien et même tous ces élus-là la ferment et s'en vont, tout contents, ils ont voté. Voilà, au mépris de notre environnement, de la réduction des déchets, de l'expression des citoyens. Voilà, vous voyez monsieur Blanchet qui est tout content, qui a menti à ses électeurs en 2014 et qui s'en va. Et voilà, vous voyez, ça rigole et ça nous coûte des millions d'euros. C'est proprement scandaleux. En 2020, il faudra que ces gens-là se... Voilà, vous voyez au fond là, monsieur Bourbigo et monsieur Blanchet, très copains. Et là, c'est monsieur Gaillot, échilé, gros menteur aussi. Voilà. Ce sont ces élus-là qui nous font dépenser des millions d'euros. C'est proprement scandaleux. Alors ce monsieur Gaillot là que vous voyez, c'est le maire des Déchilés. C'est lui qui a menti à ses électeurs. Voilà, c'est... Alors demain, il y a une réunion de la CARO, communauté d'agglo de Rochefort-Océan, qui va parler aussi des finances. Et vous pourrez écouter comment est utilisé notre argent sur l'agglomération de Rochefort-Océan. C'est à 18h à la salle polynumérique, la même qu'ici. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que la démocratie fonctionne. Et là, vous voyez au fond Barrault avec M. Blanchet et M. Bourbigo. M. Bourbigo qui était censé être contre l'incinérateur d'Échillé et qui bizarrement a voté pas mal de choses. Mais qui est très copain avec M. Blanchet, c'est un copain du foot, son ami d'enfance. Voilà, donc on peut considérer qu'il y a entre eux des ententes. Voilà, M. Gaillot qui passe. C'est proprement scandaleux, hein, cette histoire d'incinérateur d'Échillé que vous pouvez voir sur le pont de Bartrou. Alors, vous voyez ce monsieur là qui est au milieu en train de parler avec ses cheveux en brosse. C'est pareil, c'est la grande finesse de nos élus. Qui connaissent rien en gestion des déchets, hein, faut savoir.
C'est toujours intéressant de laisser tourner les films parce qu'il y a par moments des élus qui nous interpellent. Je suis tout seul ce matin, mais qui nous interpellent et qui nous insultent. C'est arrivé déjà. Mais si vous voulez, certains élus sont quand même mal parce que ce projet d'incinérateur est une vraie gabegie financière, une vraie magouille environnementale. Et donc, quand on dénonce tout ça, en effet, nos élus n'aiment pas trop. Mais c'est la réalité des choses. Voilà. Voilà, alors, lui, c'est pareil, là, le monsieur qui est avec les deux dames. Merci d'avoir suivi, et puis voilà, c'est monstrueux cette attitude de nos élus, mais bon, on a l'habitude depuis 4 ans maintenant. Voilà, et tout au fond, monsieur Blanchet avec son ami monsieur Bourbigo. Elle est belle, notre démocratie. Merci, au revoir.